Bonsoir tout le monde. Pour cette 5e séance, ce qu'on va voir, c'est, comme je vous l'avais annoncé, la dégradation des groupes organisés qu'on avait décrit la semaine dernière. Et donc, je vous rappelle que ces groupes organisés étaient caractérisés par la réciprocité médiée, réciprocité donc entre les membres d'un même groupe, qui passait par l'intermédiaire du groupe entier, de la praxis commune donc, et de l'objectif commun. Donc, souvenez-vous de l'exemple de l'équipe de football, c'est très pratique pour voir comment il y a réciprocité entre les joueurs qui passe par l'ensemble commun. Et donc, chacun des membres du groupe est à la fois régulateur et régulé, puisque en même temps, sa praxis mène le jeu au moment où c'est son tour, au moment où c'est à lui, et en même temps, il est régulé par le jeu de tous les autres. Donc, il y a un équilibre des praxis. Et on peut dire aussi bien que chacun est totalisant et totalisé. Donc, en reprenant alors ces termes proprement dialectiques, on peut dire que chacun totalise l'action commune de tout le groupe, puisque chacun, en fait, doit tenir compte, au moment d'agir, de la situation du groupe tout entier. Donc, il le totalise, il synthétise la situation du groupe pour pouvoir avoir la meilleure action possible pour dépasser cette situation, pour aller plus loin. Donc, il totalise, et en même temps, il est totalisé, puisque les autres font la même chose, en prenant en compte sa propre action. Donc, les autres font la même chose, il est aussi totalisé. Et chacun est à la fois essentiel et inessentiel. Essentiel dans le sens que c'est vraiment la praxis de chaque individu qui fait le jeu. Donc, il est essentiel en tant que c'est lui qui agit. Mais en même temps, il est inessentiel au sens où c'est pas sa praxis seule, c'est celle de tous les autres, c'est celle de chacun d'entre eux, et éventuellement, il est remplaçable par un autre s'il doit sortir du jeu, enfin, du groupe. Donc ça, c'était la réciprocité médiée du groupe organisé, et elle peut se dégrader en plusieurs types d'autres regroupements. Alors, il en cite plusieurs, alors c'est un peu dans le désordre, il n'y a pas un ordre de succession nécessaire, où on dirait c'est d'abord ce stade, puis cet autre, puis cet autre. Il y en a certains qui sont liés l'un à l'autre, mais pas tous. Le premier, il est un peu indépendant, c'est une dégradation en processus. Qu'est-ce que c'est qu'un processus? C'est un mouvement inertiel d'automatisation, où en fait, une contrainte s'exerce sur tous les participants, mais comme venant de nulle part et s'exerçant partout. C'est typiquement le cas dans un processus de travail, quand il y a une division du travail qui devient très automatisée. Pensez à Charlot dans les temps modernes, un travail divisé comme ça. Et donc, en fait, il y a une contrainte qui vient du processus lui-même, en fait, et qui s'exerce sur tous les participants. Et donc, la praxis de chacun, évidemment, n'est plus du tout libre. Chacun n'est plus que soumis à l'ensemble de ce processus. Et ce processus est compréhensible par la raison analytique parce qu'il est décomposable en l'ensemble de ces éléments. Donc la raison analytique, c'est celle qui isole chaque élément et qui fait en fait du tout une somme de ces éléments. Et typiquement dans un processus d'opération qui se succèdent, on a ce type de raison. On a telle opération, puis telle opération, puis telle opération, et c'est vraiment une décomposition en éléments. Donc la raison analytique peut rendre compte d'un tel processus, mais on a toujours besoin de la raison dialectique pour inscrire cet ensemble d'opérations dans un ensemble de fins, évidemment. Parce que ça ne nous dit pas la finalité. Le processus lui-même ne donne pas sa finalité. Sa finalité, c'est ceux qui l'ont installé. Donc, ça doit entrer néanmoins dans un processus dialectique, enfin dans un mouvement dialectique d'action en vue d'une fin. Alors, plus important et beaucoup plus vaste comme dégradation, c'est le groupe qui devient une institution. Alors, il devient une institution lorsque, là aussi, il y a une unité qui devient par contrainte et non par libre adhésion, comme on avait dans le groupe. Et elle est caractérisée par l'épuration de toute altérité. Donc, l'institution, c'est le groupe qui se durcit par crainte d'une dissociation, d'une dispersion en raison de l'altérité de chacun des individus. C'est un regroupement qui n'admet plus, par conséquent, la proposition ou l'initiative individuelle, qui se méfie de tout ce qui vient de l'individu comme libre praxis,
et donc où chacun est plus que jamais dépendant de tous les autres, surveillé par tous les autres. Et Sartre donne l'exemple de la Convention de 1793 pour montrer ce groupe qui est devenu extrêmement méfiant par rapport à toute altérité et où chacun se surveille dans une forme en fait de terreur mutuelle. Il appelle aussi la fraternité-terreur. On est toujours fraternel, on a toujours un but commun, une praxis commune, mais en fait c'est devenu une terreur entre les membres à l'intérieur. Donc ça c'est un type d'institution qui est encore une réciprocité médiée, mais d'une autre façon médiée. Elle n'est plus médiée par le fait que chacun contribue à la praxis commune, elle est médiée par le fait que chacun est soumis désormais à la surveillance de tout le monde et à la fonction qu'il a reçue une fois pour toutes, et donc à une forme de contrainte. Et on peut généraliser ce type d'institution à une société tout entière, donc en disant que cette société, elle continue à avoir sa praxis dirigée vers une certaine fin, donc c'est toujours une praxis libre du groupe entier, mais elle exerce une contrainte sur chacun de ses membres qui sont désormais sérialisés. Donc on retrouve l'idée de la sérialisation, de la division des individus entre eux, et qui sont en fait fabriqués par l'institution à son usage. Donc on se trouve avec des individus institutionnels, des individus qui ont intériorisé les exigences de l'institution et dont désormais la praxis est guidée par cette intériorisation des exigences de l'institution. Donc en fait, il n'y a plus de praxis libre au niveau des individus dans ce genre de choses. Et cette forme de dégradation peut, dans un deuxième temps, se concentrer dans les mains d'une personne ou d'un petit sous-groupe. Mais pas nécessairement. Le texte qu'on avait lu la semaine dernière de Lévi-Strauss, qui décrivait les structures dans des sociétés très homogènes, en fait, est aussi une forme d'institution. Ce genre de structure, c'est aussi une forme d'institution, au sens où tout le monde est contraint par tout le monde est contraint par la structure et tout le monde est contraint par tout le monde, mais il n'y a pas, là, un groupe, un sous-groupe ou une personne qui monopolise le pouvoir et la contrainte. C'est distribué chez tous. Donc c'est une institution où il n'y a pas encore émergence d'une concentration du pouvoir. Mais il peut se faire qu'il y ait cette émergence de concentration. Alors, dans quelles circonstances est-ce que ça peut se passer? Sartre propose que ce soit au moment où la sérialité est telle qu'on se trouve dans une impuissance. En fait, où toute la société se trouve dans une impuissance, se trouve figée, se trouve arrêtée dans sa praxis. Et à ce moment-là, émerge une personne ou un sous-groupe qui semble avoir des caractéristiques particulières, qui semble être l'homme de la situation, ou le groupe de la situation, le seul qui va nous sortir de ce chaos, de ce marasme, de cet immobilisme. Et donc, au départ, dit Sartre, il n'a pas nécessairement beaucoup de pouvoir. C'est juste différentiel, il a un petit pouvoir de plus que les autres, différentiellement, à cause justement de l'impuissance sérielle de la société en général. Et à ce moment-là, il a tendance à prendre le pouvoir et le prendre de plus en plus, et à pouvoir le prendre de plus en plus, parce que justement, les individus n'ont plus par eux-mêmes de puissance, parce qu'ils ne forment plus de groupes intermédiaires. C'est aussi quand il n'y a plus de groupes intermédiaires vivants et forts et libres que peut être de cette manière monopolisé le pouvoir. Et il donne comme exemple, alors parce qu'il étudie beaucoup le 19e siècle, il donne comme exemple Napoléon III, mais on voit aussi par certaines allusions qu'il pense bien sûr à De Gaulle, et il fait même une allusion explicite à Hitler en rappelant comment Hitler est venu au pouvoir de manière, en respectant parfaitement la légalité et en n'étant pas au départ une force particulièrement impressionnante au milieu des autres partis. Donc ça, c'est la manière dont ça peut émerger. Ce pouvoir concentré, il est médiation de toutes les médiations. En fait, il remplace toutes les médiations. Toutes les médiations, désormais, passent par lui. En fait, il empêche qu'il y ait des médiations directes entre les individus, parce que désormais, tout passe par la praxis qui est décidée par ce groupe-là. C'est lui qui installe
la structuration de la société, enfin surtout ce que va faire la société. Comment la société tout entière va se conduire, quelle va être son action, quelles vont être ses relations avec l'extérieur, quelles vont être ses relations internes. C'est désormais ce groupe qui décide de tout. Donc, il en... Oui, vas-y. Le groupe ou une personne? Alors, il dit que c'est indifférent. Ça peut être un petit groupe ou une personne. Pour lui, ça ne fait pas de différence dans le type, le modèle que ça forme. Donc, ça peut être une monarchie ou une oligarchie, hein, si on veut prendre les termes grecs, mais une oligarchie très restreinte. Ça peut être les deux. Et donc, il y a un empêchement d'une réciprocité immédiate entre les individus, et il y a aussi une aliénation de la réciprocité médiée. Les individus sont toujours en relation les uns avec les autres par l'intermédiaire de l'institution, mais puisque cette praxis de l'institution n'est plus une praxis commune, ça devient une altérité, une véritable aliénation, puisque ce n'est plus que la praxis du groupe souverain. Et donc là, j'introduis le mot souverain, qui est beaucoup utilisé par Sartre dans ce chapitre. Il partait de l'idée que dans un groupe organisé, la souveraineté est tout à fait partagée entre les différents membres du groupe. Donc, souveraineté, qu'est-ce qu'on entend par là? Un souverain, le souverain, c'est l'instance qui est décisive ultimement. C'est celle qui prend la décision ultimement. C'est l'instance suprême au-dessus de laquelle il n'y a pas de pouvoir de décision. Donc, en Ancien Régime, le souverain, bien sûr, c'est le roi ou c'est l'empereur. Et dans le groupe, en fait, il y a une co-souveraineté ou une quasi-souveraineté de chaque praxis libre, parce qu'on partage sa souveraineté avec les autres. On se partage la décision. Il dit que, d'ailleurs, la souveraineté de l'équipe repose toujours sur la souveraineté constituante de l'individu, et que cette souveraineté-là, celle de l'individu dans sa praxis libre, elle est, il ne faut pas lui chercher un fondement encore antérieur. Elle est le fondement ultime de toutes les souverainetés et même de tous les droits. Parce que c'est la souveraineté de l'organisme vivant qui exerce son action pour répondre à ses besoins. Donc la toute première souveraineté, c'est celle-là, c'est celle de l'organisme vivant qui a besoin de prendre ses décisions librement pour assurer sa propre vie, pour répondre à ses propres besoins. Et celle-là, c'est la souveraineté ultime. Et on n'a pas besoin de chercher un fondement du droit, en fait, hein, un fondement du droit autre que celui-là. On voit que là, Sartre est assez proche des pensées du droit naturel, etc. Donc, dans cette idée que tout droit doit reposer au minimum sur cette souveraineté, c'est-à-dire, c'est même pas un droit au départ, c'est-à-dire cette nécessité naturelle que l'individu agisse pour sa propre vie. Donc, on en arrive à la co-souveraineté du groupe, et ensuite, on a des monopolisations de la souveraineté, ou bien par l'institution, ou bien par le sous-groupe qui désormais domine l'institution. Donc, on voit la souveraineté, en fait, rétrécir, se rétrécir dans une entité, un sommet de plus en plus restreint. Et le souverain, donc unique, hein, ou petit groupe, qui a capturé de cette manière le pouvoir, désormais, il rétablit en fait des rapports qu'il avait lui-même supprimés. Donc, il a supprimé toutes les médiations, ou il les a trouvées déjà supprimées, ce qui lui a permis d'émerger. Il les rétablit, mais il les rétablit passant entièrement par lui. Donc, c'est lui qui refait des associations royales de ceci, de cela. Hein, c'est lui qui rétablit, par exemple, toute une série d'organisations qui dépendent de son parti, par exemple. Donc, des regroupements partiels existent de nouveau, mais dépendant entièrement de lui. Donc, ce n'est plus du tout la même chose que les vraies médiations qu'on pouvait avoir avant. Et par ailleurs, sa souveraineté n'est pas totale, parce que malgré tout, il est soutenu par une large partie de la population. Donc, n'oubliez pas les modèles auxquels il pense. Hein. Il pense au Second Empire, il pense à la montée du nazisme, et il pense à De Gaulle. En fait, ils sont soutenus par une large partie de la population
Parce que justement, les individus qui sont déjà institutionnalisés, ce sont des individus qui ont peur de tout et qui ont peur avant tout de la déstructuration de la société. Donc, ils préfèrent maintenir l'institution à ce prix, au prix de cette garantie-là, un pouvoir hyper fort monopolisé par quelques-uns. Ils préfèrent ça plutôt qu'une déstructuration, une dispersion, une évaporation en fait de l'ordre de la société. Et donc, le problème, évidemment, ce qui donne du pouvoir à cette toute petite souveraineté émergente au début, c'est le soutien d'une grande partie de la population. Donc, la peur de l'individu déjà institutionnalisé. Juste pour revenir à l'impuissance, oui. Elle émerge de où exactement cette impuissance? Parce que tu as parlé de l'institution qui s'institutionnalise, qui durcit, mais oui. c'est quand même là que ça se joue, quoi. En fait, bon, il y a plusieurs manières de répondre, enfin, il y a plusieurs réponses qui se trouvent dans l'ouvrage, parce qu'il est dense. Alors, il y a une partie qui est empirique, c'est-à-dire Sartre, il décrit énormément de situations historiques en cherchant justement comment chacun des acteurs, des sous-groupes ou des individus sérialisés se sont transformés, se sont regroupés ou se sont opposés les uns les autres, se sont dégradés. Donc d'abord, il l'observe empiriquement dans toute une série de moments de l'histoire. Et puis, il pense que la condition sérielle, c'est la condition la plus fréquente, en fait. C'est la condition qu'on rencontre le plus souvent dans l'histoire. En fait, c'est presque la condition la pente la plus facile d'une société, c'est d'être dans cette sérialité plutôt que d'être un groupe qui a une praxis unie. Cette idée de groupe organisé avec une praxis unique partagée par tous, on le trouve plutôt dans des domaines assez particuliers et dans des regroupements assez petits, en fait, dans des situations où c'est plus facile, effectivement, d'échanger et d'avoir entre soi des relations directes, etc. Donc, au niveau d'une société tout entière, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'avoir la sérialité qu'autre chose. Mais il n'empêche qu'une société saine, c'est celle où au moins existe, à l'intérieur de ce collectif sériel, toute une série de petits groupes qui, eux, sont actifs, sont dans la praxis, etc. Mais si pour toute une série de conjonctures, alors la conjoncture, elle peut être très diverse. On peut revenir à des conditions économiques. Il y a, alors typiquement, avec ça a été très bien étudié que l'avènement de la société industrielle a détruit toute une série de solidarités qui existaient avant, toute une série de liens et de praxis communes qui existaient avant. Donc les gens ont été déracinés, dépossédés de ce qu'ils avaient. Déracinés, ça veut dire aussi coupés de leur milieu où existaient des praxis de groupe, jetés dans la sérialité de l'industrie, de l'usine. Et donc ça, c'est un facteur très important de sérialisation. Il peut y avoir aussi la pression économique, c'est-à-dire la pression de la rareté, qui fait que les individus deviennent chacun pour soi, qu'il y a une forme de chacun pour soi qui s'installe en raison d'une pression et donc on voit les autres comme concurrents plutôt que comme alliés dans cette lutte contre la rareté. Bon, voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Mais en tout cas, pour lui, c'est un état que finalement, il ne faut pas tellement expliquer parce qu'il est tellement fréquent, en fait, malheureusement. Donc, je poursuis toujours sur la caractéristique de l'institution dans laquelle a émergé un pouvoir très concentré. Dans cet état-là, le serment, qui était l'unification du groupe organisé, le serment est remplacé par l'obéissance et la soumission. Donc, il y a vraiment obéissance et soumission. Il n'y a plus d'autres moyens. Il est plus possible. Donc, l'unité des personnes entre elles, ce qui fait leur action commune, c'est l'obéissance, c'est la soumission à ce qui est imposé d'en haut. Et les nouveaux venus, les nouveaux arrivés dans cette société, par la naissance par exemple, ne se posent pas la question de la légitimité de cette oppression, qui est pourtant une oppression, en raison même de l'obéissance des autres. Le fait même qu'ils
ils voient autour d'eux tout le monde soumis, fait qu'ils trouvent ça normal. Ils ne se demandent pas, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est légitime qu'il y ait un si petit nombre de gens qui décident pour tous les autres. Donc c'est très difficile, par conséquent, si ça s'installe, de briser cette obéissance par un questionnement de légitimité. Et à ce moment-là, ce qui peut provoquer ce questionnement, c'est une révolte pour le besoin. Si éclate à ce moment-là, si à ce moment-là la pression du besoin est trop forte, et qu'éclate une révolte pour cette raison-là, donc vraiment très matérielle, alors au cours de cette révolte peuvent émerger des questions de légitimité. Logiquement, hein, puisque on commence par se dire c'est pas normal qu'on soit dans la misère, c'est pas normal qu'on soit dans la famine, comment ça se fait? Et pourquoi ceux qui ont décidé cela seraient-ils les seuls à décider? Pourquoi ceux par qui cela arrive seraient-ils les seuls à décider? Quelle est la légitimité? Comment c'est arrivé? Et à ce moment-là, on se pose la question de la légitimité et on peut alors du coup redoubler évidemment la révolte de quelque chose qui serait la révocation de ce régime, hein, le désir de le remplacer par quelque chose de plus légitime. Donc ça, c'est une possibilité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate souvent. Hein. On constate souvent que c'est parce qu'il y a d'abord une révolte fondée sur une nécessité vitale qu'ensuite émergent des questions plus de droit ou de comment le pouvoir doit-il être distribué, etc. Mais c'est difficile sinon d'en arriver directement à cette question. Et Sartre dit cette phrase, c'est cette incarnation particulière de la souveraineté que nous rencontrons la plupart du temps en histoire. Donc lui, il voit dans toute l'histoire en fait principalement cette forme d'organisation-là. Et cette forme prend la plupart du temps, mais pas toujours, pas nécessairement, la forme de l'État. Alors qu'est-ce que la notion d'État ajoute à ça? La notion d'État ajoute qu'on a un collectif sériel, mais avec, dit-il, un groupe restreint d'organisateurs, d'administrateurs et de propagandistes. Donc c'est plus précis que son petit groupe souverain, là. Il y a à la fois des organisateurs, des administrateurs, donc ça veut dire il y a toute une administration qui relaie les injonctions, les décisions des organisateurs, et des propagandistes qui légitimisent justement, qui essayent de défendre la légitimité de ce type d'organisation. L'État bourgeois, alors il étudie particulièrement l'État bourgeois de nouveau du 19e siècle, mais en fait on pourrait, en changeant juste, en adaptant aux circonstances, on pourrait parler de l'émergence des autres États, par exemple d'États d'Ancien Régime, avec des catégories similaires. Mais en tout cas, l'avènement de l'État bourgeois, pour lui, est à trouver dans le fait que la classe dominante est tellement traversée de conflits, d'antagonismes, qu'elle ressent elle-même le besoin d'un tiers régulateur, de se donner un pouvoir régulateur qui évite que ces conflits ne l'affaiblissent trop par opposition à la classe dominée. Et que donc elle perde son pouvoir par rapport à la classe dominée. Donc en fait, l'État bourgeois, c'est-à-dire de la civilisation industrielle, a été instauré de manière à maintenir la classe dominante par rapport à la classe dominée, donc dans son statut privilégié par rapport à la classe dominée, en dépit de ses conflits et de sa concurrence qui sont essentiels au système, qui font entièrement partie du système capitaliste industriel. Donc les deux vont strictement ensemble. Vous voyez que d'un côté, donc, s'est instauré le système capitaliste industriel, et il appelait l'État tel qu'il existe maintenant. Il en avait absolument besoin, sinon il ne pouvait pas se maintenir, étant donné l'extrême conflictualité à l'intérieur de cette classe de possédants qui fait partie du système lui-même. C'est un système où la concurrence est un principe nécessaire. Donc, il va y avoir une circularité de soutien mutuel entre l'État et cette classe dominante. L'État soutenant cette classe par le droit, donc en transformant la force dominatrice en droit. Et ce droit est une mystification dans la mesure où il se dit égal pour tous. Hein, effectivement, on a un État de droit où la loi vaut de la même façon pour tous les citoyens de l'État. Mais en fait,
ce droit à sanctionner une situation qui était déjà inégalitaire. Autrement dit, le droit garantit la propriété, mais il garantit la propriété que chacun avait déjà jusque-là. Autrement dit, il garantit à ceux qui n'ont rien de continuer à n'avoir rien et à ceux qui ont tout de continuer à avoir tout. C'est ça le droit de l'État bourgeois. Et en même temps, donc, cet État, en prétendant être égal pour tous, nie la lutte des classes. C'est un État qui dit qu'il n'y a pas besoin de lutte des classes. Tout le monde est égal devant la loi, tout le monde est égal devant les droits, donc il n'y a pas besoin de lutte des classes. C'est de cette manière que l'État soutient en fait l'état de fait, l'État tel qu'il est. C'est donc, l'expression est très parlante de Sartre, c'est donc un appareil de classe qui poursuit des objectifs de classe et en même temps qui prétend être l'unité souveraine de tout le monde, c'est-à-dire se confondre avec la nation, qui resterait encore à définir aussi ce que c'est la nation, mais en tout cas, qui prétend avoir une unité souveraine de tout le monde, alors qu'en fait, il est évidemment un instrument de classe. Donc, je trouve qu'il ne mâche pas ces mots, je trouve que c'est bien. Alors, dans cette souveraineté concentrée, on est toujours dans la description de la souveraineté concentrée. La totalisation de la sérialité se fait par ce qu'il appelle désormais un extéroconditionnement. Alors, on avait déjà vu le conditionnement en altérité, le fait que chacun se situe en fonction des autres. Cette fois, en fait, il décrit quelque chose de similaire, avec d'autres exemples, on va voir, mais il l'appelle extéroconditionnement. Conditionnement. Donc, il remplace altérité par extériorité, et il donne des exemples très, très parlants. En fait, d'abord, des exemples très familiers, pour indiquer ce que c'est, comment fonctionne ce conditionnement. Parce que cet état, désormais, on est dans un état de droit, on est arrivé dans sa description, un état de droit et non pas un pouvoir violent. Pour se maintenir tel qu'il est, en fait, il a besoin d'une énorme dose d'idéologie. Donc, il y a tous ces propagandistes, comme il disait, ce sont ceux qui répandent cette idéologie pour maintenir une obéissance volontaire qu'il appelle une autodomestication. Ça n'est plus une domestication contrainte et violente, c'est une autodomestication. Pour y arriver, il faut donc installer un conditionnement qui est vraiment une aliénation, c'est-à-dire où les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont désobéissants, ils sont déobéissants, et ils ne sont pas en fait des pratiques libres. Donc, un des premiers exemples qu'il donne, c'est un jury littéraire qui décerne un prix littéraire. En fait, lorsque un prix littéraire est décerné, tout le monde se précipite sur le bouquin pour l'acheter. Et Sartre dit, bon, certes, on peut supposer que ce jury étant composé de grands critiques littéraires, de grands écrivains, ils choisissent la qualité, etc. Oui, bien sûr. Mais on peut supposer aussi que dans l'énorme production de livres, il y en a aussi beaucoup d'autres qui n'ont pas été primés et qui sont aussi d'excellente qualité. On peut aussi se dire, les critères retenus par ce jury-là ne sont pas nécessairement les critères qui auraient été retenus par d'autres, tout aussi professionnels, si on veut. Donc, ce qui est déterminant dans le comportement d'achat, en fait, de ce qui a été primé, c'est l'extéroconditionnement, c'est le fait de faire comme tout le monde, c'est le fait de faire comme les autres, c'est l'entraînement par ceci est désigné comme, en fait, la qualité choisie par tous, comme si elle était choisie par tous. Donc, je vais le faire, moi aussi, pas juste parce que j'ai besoin d'être comme les autres, mais simplement parce que je me dis que si tout le monde le fait, c'est une garantie de qualité. C'est le fait qu'il y ait une quantité qui est une garantie de qualité. Vous voyez ? La qualité ne repose pas sur des véritables critères de qualité, ou secondairement, elle repose sur la quantité, sur le fait que plus il y a de ventes, plus on va en acheter. Et un autre exemple très similaire, c'est celui des hit parades, c'est-à-dire donc des indicateurs des meilleures ventes de disques. Donc, quand on entend quels ont été les disques les mieux vendus, en fait, il y a un renforcement de ceux qui sont déjà situés parmi les meilleures ventes. C'est un renforcement parce que tout le monde va
aller acheter les meilleures ventes. Donc, c'est pas tellement, là encore moins le cas qu'on va les acheter parce qu'on pense que c'est les meilleurs. Je veux dire, déjà, la meilleure preuve, c'est que chaque semaine, ça change. Hein, les meilleures ventes tournent constamment. Donc, ce n'est pas un critère de qualité absolue, le fait que ce soit une meilleure vente. Mais ce sont ceux qui sont à ce moment-là meilleure vente qui vont attirer à nouveau plus de ventes. Donc, c'est de nouveau un extéroconditionnement, le fait qu'il y a une attraction de ce qui est le plus couru, de ce qui est le plus désiré par les autres. C'est un conditionnement en altérité. Et alors, pour en venir à quelque chose de plus étatique, un exemple plus étatique, c'est les statistiques et les sondages, en particulier politiques. Hein, quand on lit des statistiques et des sondages politiques, c'est une manière pour la société de se réfléchir elle-même, donc d'entrer en réflexivité par rapport à elle-même. Les sondages et les statistiques lui disent ce qu'elle est, lui disent ce qu'elle est, ce qu'elle pense, lui donne sa propre opinion. Hein, on dit à la société tout entière, voilà votre opinion, voilà le sondage politique qu'on a fait, il y a autant de pourcents pour ça, 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 ça. Et ça, c'est un reflet, une réflexivité de la société. Donc la société se découvre comme dans un miroir, dans les sondages ou les statistiques. Et évidemment, il y a là aussi, du coup, une transformation de chaque membre de cette société en fonction de ce miroir qu'on lui tend. Et à nouveau, une attractivité de ce qui a déjà le plus de présence, le plus de puissance dans le sondage. Donc il y a de nouveau cet effet d'attraction de ce qui est déjà le plus nombreux. Et tout ça, dit Sartre, se comprend donc par l'intériorisation chaque fois du désir des autres, hein, puisque les autres le veulent, puisque c'est que c'est bon. Hein, donc, si les autres le veulent, c'est que c'est bon. J'intériorise ce désir, je le fais mien, comme s'il était mien dès le départ, ce qui n'est pas le cas. Mais en même temps, dit Sartre, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours à l'origine de cette... de ce lancement d'un livre, d'un disque ou d'une proposition politique, il y a toujours un groupe organisateur à l'origine. Donc, il faut tenir l'ensemble de ces facteurs dans l'intelligibilité. Il y a toujours à la fois un groupe organisateur et puis l'effet de la sérialité qui s'ensuit. Bon, on est toujours dans la souveraineté concentrée. On n'est pas encore sorti de... Elle est très importante, évidemment, puisque il ne faut pas oublier que Sartre essaye d'avoir une intelligibilité de sa propre société globalement et que, bien sûr, il la reconnaît dans ces figures-là. Cette souveraineté concentrée, elle devient aussi bureaucratie, elle devient aussi une bureaucratie dès le moment où on peut parler d'une hiérarchie pyramidale, une hiérarchie pyramidale donc qui s'élargit à partir d'un sommet, où seul le sommet a la praxis libre, donc seul le sommet a effectivement une action hein, qui peut faire avancer la société, qui décide pour elle, mais il y a toute une série de relais de plus en plus élargis qui sont vraiment des relais, c'est-à-dire qui intériorisent les décisions du sommet et qui les répercutent en dessous d'eux. Donc, ils intériorisent et puis ils réextériorisent ce qui est simplement la décision du sommet sans ajouter de décision propre à eux. Donc, de nouveau, hein, il n'y a pas de liberté de la part de tous ces relais. C'est une bureaucratie, hein, c'est-à-dire ça fait fonctionner le système en l'élargissant par toute une série de courroies de transmission. Mais ça ne change rien au fait que la praxis, elle est concentrée et hyper concentrée dans le petit groupe qui est au sommet. Et sa pire forme, c'est la forme policière. Sartre, mais dans l'État bourgeois, dans lequel on est encore maintenant, hein, on n'est pas dans la pire forme, on n'est pas encore dans une forme policière. Et pourquoi? Eh bien, grâce au fait que la classe dominante qui soutient cet État, elle continue à entretenir des conflits en son sein. Elle continue à entretenir toute une série de conflits partiels en son sein ou par rapport à la classe dominée. Et elle organise des tas de contre-pouvoirs. La classe dominante continue à avoir des tas de contre-pouvoirs. Ne fût-ce que pour défendre ses propres intérêts, qui sont divers,
et qui peuvent ne pas être toujours les mêmes intérêts que le petit sommet au pouvoir. Il y a une vraie tension, hein, il y a une vraie tension, même quand vous considérez l'État en général. Il reste donc en même temps, on avait bien vu qu'il y a un soutien mutuel entre l'État et, disons, la classe économique, mais en fait, il y a quand même aussi des tensions, parce que l'État, dans son besoin d'unifier la société, va devoir parfois lâcher des concessions par rapport aux dominés, et donc ces concessions vont entrer en conflit avec les intérêts de la classe dominante, qui va aussi se retourner contre l'État. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait des tractions dans tous les sens fait qu'il y a des contre-pouvoirs. Hein, il y a des contre-pouvoirs. L'État ne possède pas tout. Donc, on n'est pas encore dans une forme policière. Une forme policière, elle peut arriver par un gouvernement révolutionnaire. Donc, au moment où il y a une révolution, là, il y a un grand risque de tomber, risque, hein, jamais une nécessité, bien sûr, attention. Mais là, il y a un grand risque de tomber dans une bureaucratie policière. Parce que le gouvernement révolutionnaire, dans la situation où il est, étant donné son objectif de maintenir la révolution coûte que coûte, avec des tas évidemment d'obstacles et de contre-projets, il se méfie tellement de toute personne qui pourrait dévier son projet, qu'il n'accepte plus d'accueillir en son sein que par cooptation. Donc c'est ceux qui sont dominants dans la force révolutionnaire qui vont éliminer tous les autres groupements qui étaient à l'origine de cette révolution ou qui peuvent avoir lieu par après, y compris tous les groupements qui ont le même objectif. Il va tous les éliminer pour être sûr de contrôler totalement ce qu'il estime être son objectif. Donc même si tout le monde a le même objectif, hein, donc prenons tout le monde ou une grande majorité de personnes a le même objectif de renverser l'ancien régime. Ça peut être aussi bien le régime tsariste que le régime monarchique. Tout le monde enfin, une grande majorité de groupes ont cet objectif, mais il y a un groupe qui l'emporte, disons, en force, même s'il est très restreint en personne, et qui se méfie de tous les autres alors même qu'ils ont le même objectif. Et donc, qui veut tellement contrôler qu'il exclut tous les autres de la possibilité de se regrouper. Donc, il les élimine physiquement pour qu'il n'ait pas la force de se regrouper et d'éventuellement dévier par rapport à l'objectif. Donc, du coup, ce pouvoir de bureaucratie policière, parce qu'il continue à avoir une bureaucratie, hein, on a toujours besoin de courroies de transmission, mais qui sont strictement obéissantes, hein, qui ne prennent leurs ordres que de cette extrême petite classe au pouvoir. Cette bureaucratie policière, donc, elle est dirigée en fait ou bien par un bureau central de parti ou par une junte militaire. On peut penser aussi à une dictature militaire, ça peut être ça. Donc c'est aussi une prise de pouvoir, un coup d'État qui est l'équivalent de ce gouvernement révolutionnaire. C'est la même chose, un coup d'État, il se fait par un tout petit groupe en vue d'une certaine praxis, donc pour donner une certaine direction à la société. Et ensuite, ce petit groupe extrêmement restreint élimine tout ce qui pourrait être une déviation de son strict objectif, et donc domine, mais domine par pureté en fait, hein, par pureté du maintien de l'objectif. Alors, au passage, Sartre dit, donc il peut y avoir une dictature d'un parti ou d'un bureau du parti, il peut y avoir une dictature militaire, mais il n'y a jamais de dictature d'une classe. Donc dictature du prolétariat, pour lui, ça n'existe pas. Il n'y a jamais de dictature d'une classe, parce qu'en fait, pour exercer un tel pouvoir dictatorial, il faut une très forte unité, il faut une très forte homogénéité dans le groupe dominant, à tel point que dès qu'il y en a un qui a l'air d'être un tout petit peu à côté, on l'élimine physiquement. Donc c'est impossible qu'une classe ait cette unité et cette homogénéité pour pouvoir exercer une dictature. Il n'y a pas de dictature du prolétariat. Alors évidemment, il y a des tas de choses qui ont été faites au nom d'eux, mais en fait, c'était la dictature d'un bureau de parti. Ce n'était pas une dictature d'une classe. Ça, c'est assez précieux aussi pour la manière dont il analyse l'URSS, par exemple. Et puis, ce besoin de réaliser le maximum d'unité et d'éviter toute déviation qui pourrait arriver par une certaine idée personnelle du but à atteindre, cette obsession peut tourner à
l'émergence de un seul, l'incarnation de tout le pouvoir dans une seule personne, donc tout le monde acceptant de se réfléchir, de s'incarner dans une seule personne, avec un culte de la personnalité très développé pour pouvoir justement accepter de renoncer entièrement à toute liberté au profit de cette seule personne. Et donc là, on voit très bien l'émergence de la figure de Staline, hein, c'est évident. Donc quand il disait, dans un premier temps, quand on parlait de Napoléon III, de Gaulle, Staline ne faisait pas partie de ce type d'émergence-là. Il est ici, c'est-à-dire on a déjà en fait une dictature d'un groupe, et c'est dans la dictature d'un groupe qu'à un certain moment, le groupe peut accepter de s'incarner dans une seule personne, par efficacité, toujours par efficacité, et toujours en vue d'atteindre le mieux possible le projet qu'on s'est donné. Donc en fait, toute cette extrême concentration du pouvoir se fait dans le but le plus vertueux de la part subjectivement le plus vertueux de la part de ceux qui le font. Donc c'est évidemment ça qui est trompeur. Sartre passe, donc là on a passé en revue tous les types de dégradation qu'on peut avoir à partir d'un groupe organisé, et ça ne vient pas nécessairement du groupe organisé, ça peut surgir encore une fois dans le désordre, hein, de quelque chose de simplement sériel ou de peu importe le type de regroupement qu'on avait. En fait, mais il indique quand même quelles sont les conditions nécessaires pour l'une ou l'autre émergence. Et après ça, il tire des conclusions générales sur l'intelligibilité dialectique. Donc pour montrer à quel point c'est bien cette méthode dialectique qui permet de mieux comprendre toutes ces transformations. Et il reprend toute une série de points qui nous permettent de récapituler où on en est. Dans le champ pratique, ce champ pratique est constamment traversé de totalisations, qui sont donc des dépassements synthétiques. Hein. Donc chaque praxis, qu'elle soit de groupe ou d'individu, totalise une situation, donc fait une synthèse de ce à quoi il a affaire pour pouvoir agir, donc dépasser cette situation en fonction de ses propres fins. Donc ça, c'est traversé constamment, ça traverse constamment le champ pratique. Et donc, il y a des dépassements de praxis sur la matière, de la matière sur la praxis, des dépassements entre significations différentes de différentes actions. Donc moi, je fais une action qui ensuite est dépassée parce que quelqu'un lui donne un autre sens que ce que je lui avais donné. Donc ça se fait comme ça. Et aussi, il ajoute, ça peut se faire aussi de génération en génération. Donc une génération par rapport à l'autre la dépasse aussi en la comprenant autrement que la précédente ne s'était comprise. Donc c'est nécessaire ça, je veux dire, c'est inévitable que la génération suivante comprenne la précédente d'une autre façon qu'elle-même s'était comprise et avait agi. Donc il y a aussi une aliénation diachronique. Il y a des aliénations synchroniques, puisque chacun comprend autrement ce que l'autre avait mis dans son action, et il y a des aliénations diachroniques, donc dans une temporalité, puisque les suivants comprennent différemment ce que les précédents avaient voulu faire. Donc il y a aussi aliénation de la praxis des précédents. Donc ça, c'est encore quelque chose que seule la raison dialectique peut nous montrer. Alors, elle explique aussi, y compris les contre-finalités sans auteur. Donc, on a vu qu'il pouvait y avoir des contre-finalités qui ne sont voulues par personne, qui ne sont pas dues au fait qu'il y a une opposition, hein, qu'il y a un opposant qui défait mon action, qui l'empêche. Il y a aussi des contre-finalités qui sont dues simplement à l'inertie, qui sont simplement des conséquences non prévues ou imprévisibles de ce qu'on a fait. Toutes ces contre-finalités, elles sont incluses dans l'explication dialectique parce que même si elles ne viennent pas directement d'une praxis, donc d'une décision libre, en revanche, elles sont intégrées par toutes les praxis libres qui doivent intérioriser ces contre-finalités. C'est-à-dire elles sont intégrées parce qu'on est obligé d'en tenir compte pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir réagir par rapport à tout ça. Donc, si vous prenez une catastrophe naturelle, par exemple, qui vient bouleverser les praxis d'une certaine société, cette catastrophe naturelle en elle-même, elle n'est pas dialectique, pas du tout. Elle n'est pas décidée librement, elle n'est pas un dépassement, hein, il n'y a personne qui a voulu dépasser quoi que ce soit, elle n'est pas du tout dialectique, c'est purement du naturel, du processus nécessaire, physique. Mais elle devient dialectique à partir du moment où elle va être
l'objet de toute une série de dépassements. Il va être nécessaire de l'intégrer, de l'intérioriser, de prendre acte du fait qu'elle a eu lieu et de réagir par rapport à ce fait. Donc, elle est inclue dans l'explication dialectique sans aucun problème. C'est ce qu'on a vu depuis le début avec le practico-inerte, le fait qu'on doit toujours intégrer la matérialité dans toutes les actions qu'on fait. Donc, c'est inclus. Ça rend compte de tout ça. Et par conséquent, cette intériorisation, elle fait aussi que on ne peut pas expliquer l'ensemble de l'évolution d'une société comme le font Marx et Engels, c'est-à-dire par un seul et même processus qui avancerait par l'intermédiaire d'antagonisme, mais qui serait un seul et même processus, donc tout à fait comparable à une évolution naturelle, comme si c'était simplement la suite de l'évolution naturelle, et ensuite, au lieu d'antagonisme ou de contradiction qu'on peut trouver simplement dans la matière, on trouverait des antagonismes, des conflits dans la matière humaine cette fois, mais que ça serait simplement la suite d'un même processus. Entre le naturel et l'humain, il y aurait une continuité sans rupture, un seul et même processus. Et là, Sartre dit, on ne peut pas le voir comme ça parce que justement, il nous manque l'intériorisation. Il nous manque l'intériorisation sans laquelle on ne peut pas expliquer toute une série d'événements humains. Encore une autre conclusion partielle, c'est que grâce à la dialectique, on peut mieux comprendre la circularité entre le système et l'individu. Parce qu'on entend tout le temps, et c'est tout à fait vrai, que la société fait les individus et les individus font la société. Le système s'imprime dans chaque individu et ensuite chaque individu entretient le système et le reproduit et l'entretient. Donc, on devrait pouvoir préciser la relation de chacun envers chacun. Ce n'est pas la même relation. Ce n'est pas de la même façon que le système agit et que l'individu agit. Et donc, on peut désormais l'expliquer par les conditionnements, les extérieurs-conditionnements. Et il l'illustre par un nouvel exemple. Ça lui permet une nouvelle analyse de tout un pan de l'histoire. Il illustre cette circularité par l'exemple colonial. Il montre comment la colonisation comme système crée des individus coloniaux et comment ces individus coloniaux reproduisent et entretiennent la colonisation comme système. Donc, il dit, ça commence par la violence, colonisation par la violence. On s'empare d'un territoire, on exploite le territoire et les individus qui sont dessus. Et les colons qui s'installent continuent à actualiser cette exploitation et cette violence, puisqu'il y a désormais un statut différent pour les indigènes, pour les colonisés, et pour les colons. Il y a un statut juridique différent, et il y a un statut économique différent, puisqu'on s'est emparé des moyens de production. Le colonisateur, en tant que système, s'est emparé des moyens de production, et exploite désormais les colonisés. Donc, le colon entretient constamment cette domination. Il réactualise donc la violence de départ sous une autre forme, mais désormais, c'est ça le nouveau, c'est que désormais il légitimise cette violence par la peur de la violence du colonisé. C'est-à-dire qu'ils ont créé évidemment une menace, puisque le colonisé, ils savent bien qu'il ne va pas se laisser faire. Ils savent bien que le colonisé, c'est un homme libre, donc il va se révolter à un moment ou l'autre. Donc en fait, la peur de cette révolte, la peur de la violence qui pourrait venir du colonisé, légitime l'écrasement, l'oppression, la dureté et finalement la violence du colon. Donc évidemment, ça légitime. Non seulement ça entretient le système, mais ça lui donne encore plus de force puisque ça lui donne une légitimité. Désormais, il est légitime parce que c'est une légitime défense contre la violence, mais qu'en fait, c'est lui-même qui a créé. Et puis, bon, il y a la naissance du racisme, qui n'était pas nécessairement là au départ, qui pouvait l'être, mais qui n'était pas nécessairement au départ, mais qui naît justement de ces statuts différents. Parce que du fait qu'on maintient le colonisé dans une situation inférieure, infériorité d'instruction, infériorité de fonction sociale, et donc du fait qu'on le maintient là-dedans, eh bien, il est très facile d'en conclure qu'il est inférieur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas plus que ça. Que si c'est ça qu'il fait, et si c'est seulement jusque-là qu'il peut faire des études, c'est qu'il
il n'a pas la capacité de faire plus. D'où, évidemment, une distinction de classe, hein, une discrimination de classe, de race ou de peuple, hein, ce sont des races différentes, mais de peuple, mais en tout cas, on crée un racisme. Et enfin, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les colonisés, ils ne sont pas aliénés. Les colonisés ne sont pas aliénés parce que la contrainte qui s'exerce sur eux, elle est directe. Ce n'est pas une contrainte par aliénation d'une idéologie, par extérieur conditionnement, hein, où on leur ferait croire que, etc. Non, en fait, c'est une contrainte directe. Par conséquent, puisqu'ils ne sont pas aliénés, puisqu'ils savent qui est responsable de leur exploitation, il est évident qu'à un moment ou l'autre, ils vont répondre à cette violence par la même violence. Il est évident qu'ils vont se débarrasser de cette violence de manière violente et qu'ils vont exclure totalement les colons de la même manière qu'ils ont été eux-mêmes exclus totalement au moment de la colonisation. Donc on explique de cette façon-là aussi le fait que les décolonisations, elles se passent très violemment et très extrêmement et avec une rupture qui est totale. Elle doit l'être. Si on comprend la situation qui a été vécue, elle doit l'être, c'est logique. Donc, c'était un exemple pour expliquer la circularité, hein, comment un système a créé les individus adaptés à ce système qui ensuite ont renforcé ce système. C'était ça l'illustration. Et dans toute l'histoire, conclut Sartre, dans toute l'histoire, en fait, l'exploitation sous ses différentes formes, donc que ce soit esclavage, salariat, mystification par l'idéologie, donc l'exploitation sous toutes ses formes, elle repose toujours sur un projet d'exploiter, dit-il. On ne peut jamais dire que c'est simplement un mécanisme qui apparaît en raison de conditions matérielles qui soient telles ou telles. Certes, il y a des conditions matérielles. Il y en a, c'est indéniable. Pour qu'il y ait exploitation, il faut qu'il y ait un certain besoin. Donc on peut être poussé par exemple, une démographie trop importante, donc on multiplie des besoins, donc on a besoin d'empiéter sur les autres, ou les autres sont vécus comme des concurrents, donc on doit les annihiler, ou les absorber comme esclaves, etc. Donc bien sûr, il y a des conditions matérielles, mais il faut qu'il y ait aussi le projet d'exploiter. C'est-à-dire il faut aussi qu'on se rapporte à son autre en sachant que cet autre, c'est aussi une praxis libre et que je vais désormais l'utiliser comme n'étant pas une praxis libre. Donc, il y a le projet de nier la liberté chez l'autre. Ça peut être qu'un projet. Ça peut être qu'une décision en toute connaissance de cause, dit Sartre, hein, toute connaissance de cause. On sait très bien que c'est des êtres humains égaux à nous, que désormais, on condamne à un statut totalement inférieur. Et dans la société capitaliste, puisque c'est à ça qu'il veut en venir, dans la société capitaliste, qu'est-ce qu'on peut voir comme dépassement dialectique? Eh bien, il n'y en a pas pour le moment. Il n'y en a pas. La société capitaliste, c'est une fuite en avant, dit-il, c'est une fuite en avant de toujours les mêmes actions, toujours les mêmes tensions, les mêmes petits conflits et antagonismes, mais qui ne se dépassent jamais. On maintient toujours le même système, et ce système se maintient grâce à toute une série de conditions qui ont été installées. On a vu qu'il y avait l'État et le droit, hein, qui maintient. On a vu qu'il y avait la légitimité, et cette légitimité, il la détaille un peu plus comme... il y a cette idéologie qui dit qu'il y a des lois économiques, une idéologie libérale qui dit qu'il y a des lois économiques qui font que, nécessairement, la meilleure production et la meilleure répartition ne peut venir que du marché, de l'offre et de la demande, etc., de l'investissement. Enfin bon. Donc tout ça est présenté sous forme de loi. Ce n'est pas innocent, évidemment, de parler de loi. Ça veut dire que c'est des nécessités. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre alternative, ou du moins, toutes les autres seraient moins bonnes, puisque nous avons découvert les lois de la prospérité. Et en plus, l'idéologie dit, cette prospérité, elle est pour tout le monde, parce que les lois nous indiquent que le système doit nécessairement fonctionner au bénéfice de tous, parce qu'il y a cet équilibre hein, qui va se faire. Donc, il va nécessairement être au bénéfice de tout le monde. C'est aussi pour ça que le système se maintient, parce qu'il arrive encore à faire croire à certaines justifications, pour le moment.
Et il se maintient aussi par l'impuissance sérielle de tous ceux qui sont membres de cette société. Il y a en ce moment une impuissance sérielle. Je veux dire, il y a très peu de groupes organisés qui ont véritablement une praxis autre. Une praxis autre, c'est-à-dire une praxis vers le changement. Les groupes organisés qui existent, par exemple les syndicats, des associations qui proposent d'autres pensées théoriques, des aménagements, en fait, ils sont justement toujours dans l'aménagement à l'intérieur du cadre. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dépassement. Il n'y a pas de dépassement parce qu'on ne crée rien de nouveau. On essaie juste de diminuer un tout petit peu la conflictualité, mais elle ressurgit tout le temps et elle va constamment ressurgir parce qu'elle est intrinsèque à ce système. C'est un système qui va entretenir la conflictualité, qui ne peut pas s'en passer. Donc, pour le moment, tout ce que font les groupes organisés, c'est de diminuer un tout petit peu la tension ou la conflictualité ou la gravité des déséquilibres. Mais il n'y a jamais de dépassement. Il n'y a personne qui poursuit en fait un but autre, en gros révolutionnaire. En tout cas, il y en a très peu. Ou s'il y en a, ils sont très faibles, très très peu nombreux, très faibles. Et en fait, il fait de longues descriptions, mais vraiment très très précises, très approfondies, de la classe bourgeoise du 19e siècle, donc comment justement elle a institué tout ce système, grâce à quoi, donc, de quoi elle était, de quel groupe elle était traversée, quels étaient ses signes distinctifs, quelles étaient sa réflexivité, sa manière de se voir elle-même, de voir l'autre classe. Donc vraiment, il détaille tout ça. Et puis, il détaille aussi la classe ouvrière, quels sont ces types d'opposition, ces types de tentatives de libération, quel est son esprit objectif, qui est, comme il dit, c'est-à-dire sa représentation d'elle-même, par opposition, en fait, à la représentation qu'elle a de la société bourgeoise, donc tout ce qui se fait, en fait, en opposition réciproque, l'un étant chaque fois le repoussoir pour l'autre. Donc, il décrit tout ça assez bien. Et puis, il termine le premier tome sur ces considérations-là, en disant qu'il a désormais établi les bases dialectiques d'une anthropologie structurelle. Donc, les bases dialectiques d'une anthropologie structurelle. N'oubliez pas qu'il cherchait une anthropologie structurelle, il cherchait à montrer des structures de l'être humain qui soient universelles, qui soient propres à tous les êtres humains, mais qui soient justement, qui utilisent les outils de la dialectique, qui montrent que ce sont les termes dialectiques qui comprennent ce fonctionnement. Donc, intériorisation, extériorisation, médiation, enfin, tous ces termes techniques qu'on a vus, c'est à ça qu'ils servent. Et il dit que ça prépare ce que dans le deuxième tome, il va compléter, donc à savoir, y a-t-il une intelligibilité globale de toute l'histoire humaine? Et donc, ces antagonismes, est-ce qu'on peut les comprendre comme traversant une certaine totalisation, comme des éléments, des moments d'une certaine totalisation? Est-ce qu'on peut penser qu'il y a néanmoins un mouvement total de l'histoire humaine dont tous ces antagonismes sont des parties qui vont se dépasser l'un l'autre, y compris maintenant? Et donc, c'est la question qu'il va poser dans le deuxième tome. Alors, si ça vous va, je poursuis encore avec une petite partie de ce deuxième tome qui commence à répondre à cette question en prenant une partie plus restreinte, qui est de savoir comment on peut, à partir de luttes particulières dans une certaine société, rendre compte de l'ensemble des luttes de cette société. Comment, à partir de luttes partielles, on peut montrer que, en fait, ces luttes totalisent tous les antagonismes de cette société-là. Et donc, au moins, pour cette société-là, on aura compris qu'il y a une certaine unification compréhensible de tous ces antagonismes, et même de son antagonisme principal global, qui est celui de classe, comme on a bien compris. Et donc, il va étudier ça à partir d'une lutte partielle, qui est le combat de boxe. Donc, toujours avec ces exemples très, très parlants, très concrets, très, très empiriques, très facilement observables. Un combat de boxe,
donc oppose deux individus, mais dans toute une installation qui est le ring, la salle, le public, les règles de la boxe, les organisateurs, les entraîneurs, les champions précédents. Donc en fait, dans chaque combat de boxe se trouve, dit Sartre, toute la boxe. Dans chacun des combats, on retrouve toute la boxe, c'est-à-dire toute l'histoire de la boxe, l'institution des règles du jeu, bien sûr, mais aussi où on en est dans les titres de champion, où on en est dans les coups qui ont été remarquables, les matchs qui ont été particulièrement remarquables, et on totalise aussi une grande partie d'organisation, et y compris financière, y compris tous les financeurs qui servent à organiser ces matchs. Donc, on a une certaine totalisation autour d'un match de boxe, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça et s'interroger donc sur ce que signifie la violence qu'on a à la fois sur le ring et dans le public. Et cette violence, dit Sartre, en fait, c'est la mise en scène de la violence sociale. C'est une certaine transformation en spectacle, transformation en quelque chose de réglé, selon des règles bien précises, de ce qui est la violence subie dans la société. Donc aussi bien le public, dit-il, que les boxeurs, non pas symbolisent ou représentent, c'est pas du tout parce que c'est réel en fait, vivent dans le match une vraie violence, mais qui est la réextériorisation de toute la violence qu'ils ont intériorisée de la part de la société. Donc en fait, tout le monde subit des oppressions, des négations de sa liberté, des problèmes économiques, des tensions de toutes sortes, publiques et privées. Et toutes ces tensions, toutes ces négations, toutes ces frustrations, toutes ces violences qui sont subies par tout le monde, en fait, elles sont intériorisées constamment et à un moment, elles ressortent. Et ce cadre bien réglé d'un match où s'exercent des violences sert d'exutoire, en fait, d'extériorisation de tout ce qu'on a intériorisé comme violence. Et donc, la violence est dans le public parce que leur façon de soutenir l'un ou l'autre des boxeurs, ou alors, parfois, entre eux, évidemment, des risques qui ont eux entre supporters, bien entendu. Et il donne un autre exemple aussi, d'ailleurs, du fait qu'il y a vraiment une transfiguration de la violence. Il donne un autre exemple qui est le tournoi médiéval. Un tournoi, en fait, c'est la même violence que celle qui s'exerce à la guerre par les mêmes guerriers, par les mêmes personnes, mais avec un enjeu différent, un enjeu tout différent. Mais dans le tournoi, la violence est tout aussi réelle. Il peut y avoir tout aussi bien des blessés, des morts qu'à la guerre. Donc, ce n'est pas juste du symbolique. Mais simplement, tout ce qui était force brute dans la guerre devient force magnifiée, magnifiée par la représentation, magnifiée par le spectacle. Ça devient vertu, ça devient qualité, ça devient efficacité, habileté. Tout ce qui, en fait, ailleurs, était simplement force destructrice. Tout ce qui, dans la... Oui, exactement. Il y a une forme de sublimation, exactement par le spectacle, par la mise en scène de la violence, par sa régulation dans des règles, dans un cadre plus strict. Donc ça, c'est une manière de comprendre comment une violence particulière, vraiment mise en œuvre dans un certain cadre, totalise toute la violence qui s'exerce dans la société. Ça la totalise parce qu'on montre qu'il faut qu'il y ait d'abord eu cette intériorisation pour qu'elle ressorte de cette façon-là. Et il parle à ce moment-là d'incarnation. En fait, il y a incarnation dans chacun des boxeurs ou dans chacun des membres du public qui éprouvent cette violence. Il y a vraiment incarnation de toutes les contradictions de la société, de toutes les tensions, de tous les conflits qu'ils subissent par ailleurs. Alors, cette incarnation, il l'appelle aussi une totalisation d'enveloppement. Il introduit cette notion d'enveloppement. C'est au fond un équivalent de ce qu'il appelait précédemment le dépassement.
je vais vous lire un petit texte qui exprime bien ça. Je ne voulais pas imprimer parce que j'avais juste quelques phrases. À propos de ce combat de boxe, hein, comment ça se fait qu'il totalise et enveloppe toutes les contradictions de la société. Il dit « Les différents projets qui concourent à produire l'événement traversent des champs médiateurs qui sont eux-mêmes des universels concrets. » Ces champs médiateurs, c'était donc tous ces intermédiaires que sont les organisateurs, les financeurs, les règles du combat, du sport. Donc tout ça, ce sont des champs médiateurs qui sont des universels concrets. Ils sont très concrets, hein, c'est les financeurs, les finances sont concrètes, l'organisation est concrète. En même temps, ce sont des universels parce qu'ils donnent un cadre général, hein, ce sont des cadres généraux. Et ces différents projets les totalisent en les singularisant. Cela signifie qu'ils les conservent comme la qualité singulière du mouvement qui les dépasse. Donc chaque fois, on a une singularisation dans chaque combat. Il y a une singularisation, le combat est singulier, il est unique, hein, il se fait d'une façon tout à fait différente de tous les autres. Mais en même temps qu'il y a cette singularisation, ça conserve dans cette qualité-là l'ensemble de tout le mouvement qui le dépasse. Donc tout le mouvement, de toutes les médiations qui ont été nécessaires pour que ce combat ait lieu, tout ça s'incarne et se singularise dans ce combat. Et si tout cela n'était pas présent et dépassé, donc tout cela est présent, donc c'est incarné, tout cela est présent dans le combat qui est en train de se dérouler, mais en même temps, tout cela est dépassé aussi. Tout cela est dépassé puisque ce nouveau combat apporte quelque chose de plus à tout ce qui existait déjà dans cet ensemble qui fait le cadre de la boxe. Il y a désormais un nouveau champion, un nouveau titre, de nouveaux exemples de coups qui ont bien réussi, de nouveaux événements, par exemple, qui se sont passés dans le public. Enfin, tout ça donc dépasse, ça veut dire reprend, conserve tout ce qui existait déjà et y ajoute quelque chose de plus. Donc c'est à la fois dépassé et dépassant. Donc, si tout n'était pas présent et dépassé, l'invention singulière, la réalité unique et concrète qu'est ce coup de poing porté en ce jour dans cette salle, au milieu de ce public, ne serait pas même possible. Donc, sans cet ensemble qui est dépassant et dépassé, on ne pourrait pas comprendre ce coup dans cette salle. Ce coup dépend de tout ce qu'il dépasse, et tout ce qu'il dépasse est compréhensible à partir de ce coup. Parce qu'à partir de ce coup, on peut remonter, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, remonter, pourquoi le boxeur il fait ça, pourquoi le public il est là, pourquoi, etc., etc. Et alors, à propos de pourquoi le public est là, Sartre rajoute aussi deux médiations qui expliquent pourquoi le public est là. C'est la médiation économique et c'est la médiation du sport, qui d'une certaine manière se recouvrent d'ailleurs. La médiation économique, c'est que, en fait, je vais les relier. Il se fait que le sport prend énormément d'ampleur avec l'augmentation de la productivité dans le système industriel. Donc, plus le système s'automatise et remplace la force humaine par la force des machines, moins on a besoin de travailleurs. Donc, il y a de plus en plus de surnuméraires. Comme il y a de plus en plus de surnuméraires, on doit créer des professions nouvelles. Et alors, on crée toute une panoplie de sportifs professionnels, de sports professionnels, qui en même temps rencontrent un autre effet de cette automatisation croissante, qui est l'augmentation des loisirs. Donc, à la fois, plus de personnes qui cherchent dans le sport une possibilité de se réaliser parce qu'ils ne trouvent pas d'autres emplois, ou parce que ça leur paraît un emploi plus enviable pour éventuellement sortir de leur classe. Et à la fois, cela rencontre le fait qu'il y a de plus en plus de disponibilité de la majorité de la population pour avoir le loisir de regarder ces sports, de s'intéresser à ces sports. Et donc, c'est un effet économique. Et c'est ça qui explique qu'il y a un tel avènement
une telle croissance des sports et de l'engouement pour le sport dans la société du XXe siècle. C'est vraiment exponentiel, hein, la croissance des sports au XXe siècle, à la fois du côté de l'intérêt du public pour le sport et du nombre de sportifs professionnels. Donc, en fait, on peut expliquer ça par des médiations qui sont économiques. Le besoin de trouver une profession valorisante, éventuellement financièrement intéressante, si on réussit, et le fait d'absorber toute cette population surnuméraire et tous ces loisirs qui sont permis par l'évolution des moyens de production. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui permet de relier n'importe quel moment d'un sport en particulier à l'ensemble des conditions économiques de toute la société. Ça aussi, c'est une médiation possible. Et une toute dernière médiation, c'est le sport est aussi par excellence quelque chose de concurrentiel. Le sport, c'est une compétition, c'est une concurrence. Il faut que, enfin, ça poursuit le but de qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Il faut écraser l'adversaire, il faut éliminer dans un sport, il faut éliminer. Et ça, c'est exactement la même chose que dans le capitalisme. C'est exactement la même idée. C'est que, de nouveau, par quoi ça passe, par quoi ça déteint, par quoi ça imprègne les individus, c'est qu'on a intériorisé cette nécessité dans tous les domaines de notre vie sociale de éliminer, d'être en concurrence, de vaincre. Et donc, évidemment, s'il y en a un qui vainc, forcément, il y en a un qui est vaincu. Donc, on a tellement intériorisé ça que là aussi, c'est plébiscité dans le sport. Ça paraît, la victoire dans le sport est quelque chose à laquelle les gens sont presque plus attachés qu'à leur propre réussite personnelle, en fin de compte. Parce que ça cristallise une intériorisation de tous les domaines concurrentiels. Ils sont tous cristallisés là, dans cette victoire-là. Donc c'est l'aliénation totale, on va dire en conclusion. C'est l'aliénation totale. C'est vraiment l'intériorisation de tout le pire, de tout le pire de l'oppression de ce système qui ressort là. Et donc, Sartre, je terminerai ici pour cette séance, Sartre a donc montré que les totalisations singulières, donc totalisation d'un combat et de tout ce qui tourne autour, sont à la fois enveloppantes et enveloppées. Et ce qui lui reste encore à montrer, c'est qu'il existe une totalisation d'enveloppement pour toute l'histoire. Parce que pour le moment, on en est toujours à se dire, d'accord, on remonte aux antagonismes principaux de la société, c'est toujours des antagonismes de classe, mais ceux-là, on n'a pas encore montré qu'ils pouvaient être totalisés. On en est toujours à dire, chaque classe poursuit son propre intérêt et essaye de empêcher l'intérêt de l'autre, mais on n'a pas encore vu comment tout ça pourrait faire partie d'un seul et même mouvement, d'une seule et même logique, si vous voulez. Quelle est la logique de ce qui a l'air d'être deux logiques indépendantes l'une de l'autre? La logique de ce que poursuivent les possédants qui veulent garder le système tel qu'il est, et la logique de ceux qui ne possèdent rien et qui veulent essayer d'avoir un petit peu plus d'avantages du système. Donc, ces deux logiques sont tellement parallèles, ne se rencontrent tellement pas qu'on se demande si on peut vraiment les relier dans une intelligibilité de totalisation. Et c'est ça de ça qu'il va s'approcher le plus possible. Donc, à la fin de son deuxième tome inachevé, donc il restera quand même quelques points de suspension, mais on s'en approchera quand même un peu plus la semaine prochaine. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense qu'il n'y a pas beaucoup de dégradation de la classe, enfin de la classe, puisqu'il ne parle pas de classe, mais de l'État bourgeois. Je pense que la dégradation, je sais pas, je la vois pas trop. Mais bon, après, je n'ai que ma vision à moi de la situation. J'ai l'impression. Dégradation empire encore, ou bien que lui-même. Dégradation empire. Qu'il n'y en a pas ou qu'il y en a de la dégradation? De plus en plus. Ah oui, ça se dégrade en pire. Oui, oui, qu'elle n'est pas prête de disparaître. Mais qu'elle n'est pas prête de disparaître. Non, en fait, la dégradation. Attends, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de dégradation
de l'État bourgeois, de l'État. De signes qu'il va Oui. être remplacé par Oui. autre chose. Et que il me semble au contraire qu'il y a une grande l'organisation de l'État bourgeois est de plus en plus difficile à mettre en cause, quoi. Il y a de moins en moins de révoltes contre cet État bourgeois, contre cette organisation. Voilà. Donc, bon. Lui, au départ, il parle de dégradation, comme si c'était un mouvement qui va venir, qui doit se passer. Est-ce que... Non, ça se passe pas, cette dégradation. Alors, dégradation, moi j'avais utilisé le mot pour dire par rapport au groupement humain le plus favorisé, le plus favorable à tout le monde, qui est le groupe organisé, hein, par rapport à ça, les autres formes de groupements sociaux sont des dégradations par rapport à celui-là, c'est-à-dire sont moins bonnes. Hein, donc c'était dans ce sens-là, hein, dans quelque chose de aller vers le moins bon, aller vers le pire, à partir de, parce qu'on avait commencé par montrer ce qu'était qu'un groupe organisé, en disant l'idéal quand même pour des êtres humains, c'est que la praxis de tous puisse être une co-souveraineté, hein, et aller dans un sens commun, etc. Bon. Et donc, par rapport à ça, les autres formes sont moins bonnes, donc sont dégradées. C'était dans ce sens-là. Maintenant, on peut dire aussi qu'on pourrait essayer de trouver un upgrade, donc non pas une dégradation, mais une régradation, un remontée des grades à partir de la sérialité qu'on est en train de vivre vers quelque chose qui serait plus un groupe organisé, qui va vers un objectif commun et où chacun partage la souveraineté pour aller vers cet objectif commun. Pour le moment, on n'y est pas du tout, effectivement. Et alors, encore une fois, c'est pour ça que je disais les médiations possibles. De toute façon, il faut des médiations. Parce que c'est certain que ça ne va pas être toute la société mondiale, puisqu'elle est mondialisée de toute façon. Hein. Donc, ça ne va pas être toute la société mondiale qui, d'un seul coup, va s'organiser comme un seul homme, hein, comme un seul groupe. Ça ne sera pas possible de toute façon. Il faudra de toute façon des médiations et qui devront rester. C'est-à-dire qu'il faudra quand même que ce soit local, que ce soit partiel, pour pouvoir avoir une praxis vraiment unie, hein, des praxis vraiment efficaces et unies. Mais rien n'empêche, et c'est ça la réflexion qu'on doit avoir, rien n'empêche que toute cette totalisation partielle, si elle retrouve une praxis co-souveraine, puisse s'unir alors d'une autre façon mondialement pour abattre ce système mondial, hein, pour remplacer ce système mondial par, alors on peut voir différentes choses, hein, une fédération de groupes libres, ou peu importe, enfin, sous quelle modalité on peut trouver, ou bien une plus grande indépendance des groupes locaux. On n'est pas obligé que tout soit tout le temps mondialisé, etc. Donc ça, c'est à définir. Mais il faudra de toute façon des médiations. Et donc, ça veut dire aussi que c'est moins difficile de se dire comment créer ces médiations, c'est-à-dire comment créer des groupes partiels qui est vraiment une praxis de renversement, hein, du système ou de création d'un autre système. Il y a toujours les deux aspects, évidemment. C'est moins difficile de se dire ça. Donnons-nous, rassemblons-nous, donnons-nous un but précis, commun, clair, et en rupture totale avec tout ce qu'on sait être un système totalement déficient et qui effectivement se maintient malgré tout ce qu'il sème de contradictions. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de contradiction du capitalisme, ce n'est pas juste qu'il y a des tensions, des concurrences. C'est qu'on est constamment en train de déclencher des guerres partout. Et les guerres, elles sont inhérentes à ce système. C'est des guerres pour des territoires, c'est des guerres pour des ressources, donc c'est des guerres pour de l'exploitation, c'est des guerres parce qu'il y a des gens qui prennent trop de place, enfin qu'on estime prendre trop de place, alors on les élimine. Les guerres sont créées par le système. Et donc ce sont des souffrances incommensurables, souffrances de la faim encore aussi dans d'autres régions. Donc c'est des souffrances incroyables. Et donc, c'est ça qu'on appelle aussi les contradictions du capitalisme. Donc, ça n'est pas négligeable. Je veux dire qu'on doit dépasser ce système, c'est pas comment dire, une sorte de confort ou d'idéal abstrait. C'est très concret et très urgent, en fait. C'est important de garder à l'esprit, quoi. C'est très concret et très urgent. Par rapport à ce que décrit
Sartre, il y a en plus le désastre écologique, oui, qu'il n'intégrait pas dans ses analyses et qui... Absolument. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'à l'époque, il avait un tout petit peu pressenti puisqu'il parlait du déboisement, etc. Mais c'était vraiment... il ne le parlait vraiment pas comme un phénomène général. Mais donc maintenant, c'est aussi une nouvelle contradiction du capitalisme, le fait qu'il est en train d'autodétruire la société par l'épuisement des ressources, la contamination de tout. Et donc, il est en train de scier la branche sur laquelle il se trouve. Hein. Mais, de nouveau, au lieu de passer à un dépassement, c'est-à-dire d'inventer une forme nouvelle, il continue à essayer d'entretenir la même fuite en avant. Hein, l'expression fuite en avant est bonne. C'est-à-dire on continue toujours dans le même sens. C'est-à-dire, ah bon, on a un petit problème là, c'est pas grave, on va inventer une technique qui va résoudre ce problème. Et si la technique a elle-même des contre-finalités, si elle crée de nouveau quelque chose d'encore pire, ah ben ça ne fait rien, on inventera une nouvelle technique qui supprimera les contre-finalités de cette technique-là. Et il s'imagine que comme ça, on peut continuer cette même fuite en avant. C'est totalement idéologique, mais c'est aussi totalement concret. C'est-à-dire que c'est évident que ça repose sur des projets. Hein, je veux dire, c'est parce que ceux qui pourraient décider autre chose ou mettre en œuvre autre chose, qui ont la puissance de mettre en œuvre autre chose, n'ont pas intérêt à le faire. Donc, c'est aussi ce problème de rapport de force. On a vu avec le travail qui a été fait avec un panel de gens sur les questions écologiques en France. Ils ont travaillé sur... Et on a vu comment ça s'est terminé, quoi. Le boulot, il y a eu un boulot qui a été fait sur le long terme. Bon, déjà, c'est une médiation, mais qui vient d'en haut, moi, je trouve. Mais même eux qui avaient provoqué ça, ils l'ont balayé d'une façon simple. C'était pas leur intérêt, quoi. C'est leur intérêt qu'il y a de la médiation quand il y a trop de problèmes. Mais ensuite, ça a été pareil pour les cahiers des doléances, pour les gilets jaunes, pour tout ça et tout. Et le pouvoir, c'est vrai qu'actuellement, le pouvoir se raidit. Il a tendance à se... justement, les souverains, ils sont de moins en moins nombreux parce que c'est compliqué pour eux d'avoir une base. Et moi, il y a un truc que tu as dit, mais c'est Sartre qui l'a dit, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Pour moi, c'est pas... Quand on parlait de la colonisation, des colonisés et du racisme et tout ça, tu as dit la violence entraîne la violence et il ne peut y avoir que de libération. Pour lui, pour Sartre, il ne pouvait y avoir que de libération comme ça. On a quand même 2 exemples, et même un troisième un peu moindre, mais on a quand même 2 exemples dans l'histoire aux Indes et en Afrique du Sud, où ça ne s'est pas passé comme ça quand même. Et en Bolivie... Quoi ? Ah non, en Afrique du Sud, il n'y a pas eu... excusez-moi, la ANC, elle n'a pas fait la violence du FLN. Ah non, ah non. L'ANC, ils ont fait beaucoup d'attentats, c'était violent. Hein. L'ANC, c'était... Au départ, ça l'est devenu après. Oui. Ils ont pris les armes. Mais si tu veux, ils ont pris les armes, mais pas dans la même logique de... ça a été pareil en Inde. En Inde, il y a un courant qui a pris les armes aussi. Hein. Mais dans la société, il y avait 2 voies, il y avait 2 optiques différentes. Et en Bolivie, ça a été pareil. En Bolivie, les autochtones indiens, excusez-moi, ils ont arrivé à renverser leur maître dans la patience et dans la construction de quelque chose d'autre. C'est pour ça que Morales a été élu aussi. Donc, on ne peut pas. Moi, je me méfie de dire que la seule alternative, parce que ça renvoie à ce que tu as dit au début, et ça me fait penser à Israël, c'est-à-dire que violence contre violence ne fait que attiser, de souder des sociétés de chaque côté. Et en Israël, ce qu'on voit, qui était un pays, moi que je pense qu'il était un pays démocratique, même si c'est un pays colonisateur et tout, il en est actuellement, il n'y a plus aucune voix dissonante, sauf quelques gens que je connais et qu'on défend, c'est les objecteurs ou ceux qui vont travailler avec les Palestiniens, mais en ce moment, ils sont très, très, très minoritaires dans la société. Et ça, c'est dû au fait de cette violence du Hamas le 7 octobre
qui a entraîné, sauf que le rapport de force, là on a vu, il y a eu d'un côté, si on parle de chiffres, d'un côté il y a eu 1700 morts, là ils en sont à 66 000 morts. Je veux dire, la violence, moi je pense qu'elle ne résout rien, et au contraire, elle fait que remettre un jeton pour plus tard. Et voilà, et alors qu'il y a d'autres voies qui peuvent, il y a d'autres médiations qui peuvent permettre que ça bouge. Ben oui. Je n'ai pas tout à fait la même analyse que toi par rapport au fait qu'il n'y ait pas eu de violence, aussi bien en Inde qu'en Afrique du Sud. Alors, et je dirais même que si on prend l'exemple de l'Algérie, les mouvements d'indépendance algériens, au début, n'avaient pas comme but la violence. Je veux dire, c'est les relations entre colons et forces coloniales qui aboutissent à ce type d'agissement et de violence. Voilà, donc, tu vois, c'est beaucoup plus... Sauf que, puisque tu prends le cas de l'Algérie, oui. Il y a quand même eu, il ne faut quand même pas oublier l'histoire du mouvement de libération algérien, oui. et la violence qu'il y a eu de la part du FLN envers le MNA. C'est donc ils avaient quand même deux visions différentes. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui. Donc, il ne faut pas généraliser, il y a eu des tentatives de libéralisation sans violence, et puis après, il y a eu des conflits internes au mouvement algérien qui ont conduit à ce genre à cette situation et effectivement à cette logique du FLN. Mais ça a été la même dans le Parti communiste russe. Ça a été exactement la même. C'est l'élimination de tout. En fait, c'est l'élimination de toute voix discordante, et c'est surtout une consanguinité de plus en plus qui se fait dans ces sociétés. Et là, on le voit, je veux dire, en Israël, il y a une consanguinité qui en plus qui contamine, moi je pense, le monde entier. Et ça, c'est très grave parce que l'histoire nous a déjà prouvé qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait des étincelles, pour que il y a beaucoup de choses qui s'enflamment. Et là, c'est... Bon, après, il y a de l'espoir. Nous, on vient d'Italie, il y avait des manifestations immenses contre la guerre, entre autres à Gaza, mais contre la guerre en général et tout, qu'on n'a pas en France, hein. Mais il n'y a pas le même discours. Il n'y a pas le même discours en Italie et en France sur le rapport à la domination et tout ça et tout. Je pense que c'est différent. Mais par contre, un autre truc que tu as dit et moi qui me travaille, c'est quelles sont ces instances intermédiaires qui pourraient... On dit actuellement, il n'y a plus d'instances intermédiaires, mais quelles peuvent-elles être? Celles nommées par le pouvoir, c'est-à-dire par l'État, ou celles que nous, on construit à la base? Mais voilà, le problème, c'est nous, comment on réagit là-dedans. Et c'est vrai que moins il y a d'implication dans la société, moins il y a d'implication dans les syndicats, dans les associations, dans les mutuelles, dans tout ça et tout, plus en face, il se renforce, parce que c'est nous qui faiblissons. Moi, je pense que c'est nous qui faiblissons. Ce n'est pas qu'il se renforce. C'est un affaiblissement d'une partie de la société qui voit le monde différemment. Voilà. Oui, je pense que tu as raison sur deux points. Par rapport à la violence coloniale, c'est vrai qu'il aurait pu tenir un petit peu plus compte de lutte de libération qui prennent une autre forme. Il aurait pu au moins les mentionner comme deux formes différentes possibles. Mais c'est vrai qu'on est en plein dans la guerre d'Algérie au moment où il écrit, hein, et il était très engagé aux côtés des Algériens, et en particulier du FLN, c'est vrai. Et donc c'était important pour lui de justifier, de légitimer le côté violent, de dire il est tout à fait compréhensible en fait, parce que ça répond à quelque chose qui a été intériorisé, subi, et donc il est tout à fait compréhensible. Ce qui ne veut pas dire effectivement que c'était la seule possibilité. Hein, c'est jamais la seule possibilité de toute façon. Donc ça c'est une chose. Et l'autre truc par rapport à ce que pourraient être des instances intermédiaires, ou des médiations.
Oui, c'est ce qu'il dit, c'est bien ce qu'on a parcouru hein, comme problème dans les collectifs sériels, c'est que, en fait, tout ce qu'il y a comme groupe existant se sont institutionnalisés. Donc la transformation du groupe d'action, du groupe vivant, du groupe organisé en institution est dramatique parce que du coup, c'est ce qui s'est passé avec les syndicats et avec des tas d'autres organisations. Ce sont devenues des institutions. C'est-à-dire, elles sont rentrées dans le cadre, elles ont pris leur propre fonctionnement comme fin, hein, donc en fait leur propre survie, leur propre maintien et permanence comme finalement objectif principal. C'est ça devenu, une institution poursuit sa propre permanence. Hein, donc c'est ça son premier objectif, c'est continuer à vivre comme elle est, quoi. Et donc beaucoup de ces institutions ont perdu de vue leur objectif principal, qui, entre le syndicalisme révolutionnaire du 19e siècle et celui de maintenant, il n'y a plus de commune mesure. Et ça, oui, donc ça, c'est le gros problème de l'institutionnalisation. Et donc, on ne doit plus compter sur ces instances-là. On ne doit plus compter dessus. Il faut en créer d'autres, c'est clair. Ça peut prendre une forme syndicale. Ça peut être l'organisation de travailleurs, bien sûr. Mais alors, ce sera tout à fait autre que ce qui existe maintenant. Mais comme ils occupent la place, c'est plus difficile aussi. Donc, moins il y a de places occupées, plus c'est facile d'en créer de nouvelles. C'est pour ça que dans les pays où il y a, par exemple, peu de présence des institutions officielles, il y a plus d'auto-organisation. Je pense au Mexique, par exemple. Hein. Au Mexique, il y a beaucoup d'organisations, les Zapatistes au Chiapas, mais aussi des indigènes, des associations de communautés indigènes dans différents États. Et donc, c'est parce qu'il y a une très grande absence d'institutions de l'État. L'État, très peu de services publics, donc très peu de coercition aussi. Et donc, on laisse les gens s'auto-organiser. Ici, on ne nous laisse même pas nous auto-organiser. Essaye de créer une association qui fait quelque chose que se réserve l'État. Tu ne peux pas. Donc, on peut aussi... il faut agir sur plusieurs tableaux en même temps. Mais donc, c'est exactement ce que tu disais. Si on ne les crée pas, ce n'est pas celles qui existent maintenant qui vont changer le cadre institué. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'après 68, il y a beaucoup de choses qui ont été créées. Et je veux dire, il y avait un mouvement partout, aussi bien au niveau de la presse, des radios, du théâtre, dans les boîtes, partout. Qu'est-ce qui a cassé ce mouvement-là? C'est Mitterrand, en institutionnalisant tout ça, il a pris et il a fait rentrer, à leur donner des miettes, un peu d'argent, il a saupoudré un peu à tout le monde, et le syndicat c'est pareil, mais pourquoi il y a ça, c'est-à-dire le pouvoir à donner de l'argent mais il y a aussi que les gens, à un moment donné, il y a eu une situation historique où ils ont eu besoin de s'unir, de penser, d'agir et de tout ça, et puis ça c'est, une fois qu'il y en a qui, c'est tout le temps pareil, il y en a qui veulent toujours aller plus loin, toujours faire mieux, c'est ce truc à soi-disant aller tout le temps mieux et tout, et donc eux ils sont plus facilement rattrapables dans le système, mais il y a des tas de gens qui ont continué en dehors du système, mais ils sont plus visibles, ils sont plus visibles. Mais il existe encore des tas de petites structures qui existent et qui ont toujours refusé de rentrer dans l'institution. Et l'histoire des syndicats, moi je serais moins sévère avec les syndicats parce que les syndicats, ça vient de la désyndicalisation. C'est-à-dire que si les gens étaient dans les syndicats, ça se passerait autrement. C'est pas que le fait qu'il y ait une bureaucratie qui a voulu, parce qu'on donne des heures, de l'argent et tout, mais parce qu'il y a aussi qu'on pense, et c'est ça que moi qui est frappant, on pense que on peut plus résoudre nous-mêmes nos problèmes. Et ça dans le monde du travail et dans le syndicalisme, pour moi, c'est là qu'est la catastrophe. C'est-à-dire que si on n'a plus possibilité de penser et d'agir, on va subir. Hein. Alors là... C'est le problème des individus qui sont devenus eux-mêmes institutionnels. C'est-à-dire qu'ils comptent sur les institutions établies pour tout. Les masses.
On est massifié. Non, ça je pense pas. Non, on n'est pas à ce point-là. On n'est pas à ce point-là. On est dans des extéroconditionnements. Hein. On fait un peu ce qui nous semble devenir une qualité chez les autres, etc. Mais on est surtout institutionnel, c'est-à-dire on compte sur les institutions pour tout. Et on n'est pas encore dégagé de ça. Tout nous pousse dans ce sens, de toute façon. Mais je pense que c'est... Et effectivement, il existe quand même des groupes qui font autre chose. Et heureusement qu'ils ne veulent pas juste rester en marge, mais qu'ils veulent aussi que ça s'étende. Heureusement, parce que si c'est juste pour rester en marge, ça ne sert pas grand-chose pour le reste de la société. Mais ils veulent s'étendre. Donc ça existe heureusement. Et il existe aussi, je pense, en ce moment, une augmentation de la lucidité sur l'institution, justement. C'est-à-dire que attendre encore grand-chose de l'État, ça diminue quand même, ça diminue. Je pense qu'il y a, ou du système économique, hein, il y a de plus en plus de gens quand même qui ouvrent les yeux, enfin, je pense qu'ils ont compris que l'amélioration ne viendra pas par là, et notamment grâce aux questions écologiques. Mais enfin, que ça a aussi l'effet inverse, qui est que certains rejettent en fait le problème écologique par peur, justement, de ne pas pouvoir le résoudre. Donc, c'est sûr qu'il y a des mouvements complexes. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une augmentation de la lucidité et donc une diminution de l'aliénation, au sens propre de l'aliénation, c'est-à-dire où on ne sait même pas qu'on est manipulé. Je pense que là, il y a une diminution. Oui, sur le fait que Claudie disait l'État bourgeois se porte bien, tu nous as donné tout un arsenal d'outils d'analyse, en fait, hein, avec ces différentes étapes. Sartre, à l'époque où il vivait, il y a eu vraiment la bascule entre la 4e et la 5e République. Aujourd'hui, tout le monde est assez d'accord pour dire que la 5e République, elle s'essouffle là. On est dans une situation absolument ridicule en France. Et comment il aurait commenté ça dans ces clés d'analyse-là? Est-ce que c'est juste un petit soubresaut et puis, au pire, on va un petit peu changer les billes avec un nouveau gouvernement, ou on changera de constitution, mais en fait pour rétablir l'État bourgeois, ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres clés d'analyse? Bon, déjà, la dialectique, elle n'est pas prédictive, puisque justement, il n'y a pas de nécessité. Il n'y a pas de nécessité du mouvement, donc on ne peut pas prédire, on ne peut pas le prévoir, il n'est pas déjà inscrit. Donc tout dépendra de l'ensemble du champ pratico-inerte, donc ce que vont faire les uns et les autres, et donc de l'ensemble des relations qui vont se dépasser mutuellement, etc. Donc c'est totalement imprévisible, il y a énormément de facteurs et d'acteurs en jeu. Là, on peut quand même dire plus ou moins à l'évidence qu'on ne va pas, à cause de cette crise de l'État français, on ne va pas dépasser le système capitaliste industriel. Ça c'est quand même assez évident. Ça, c'est assez, parce qu'il est mondialisé et parce que, de toute façon, il y a une force économique, économique et financière, qui est même la force qui soutient les États. Donc, quelle que soit la forme que prendra l'État, elle conviendra au monde économique et financier. Sinon, elle ne sera pas là, quoi. Donc, pour le moment, Pardon? Non, je dis, on ne sent pas trop la dialectique pour le moment. Non, on ne sent pas le renversement, on ne sent pas le dépassement. On sent quelque chose de très immobile et qui se renforce dans la répression et en plus dans l'individualisme des gens, il me semble. Enfin, de l'autre côté... Face à un capitalisme, à une mondialisation, face à un pouvoir très fort, il me semble que chacun se replie sur un individualisme, une survie. Enfin, moi, je ne le sens pas partir vers quelque chose qui rassemblerait les gens dans une révolte commune. Mais bon, je suis assez pessimiste en ce moment. Comme je viens d'un moment où c'était complètement différent, enfin un moment, il y a une trentaine d'années, 40 ans, tout ça, j'ai l'impression que voilà, c'est plus une vision psychologique, enfin, de ma part. Oui, parce que tu ne vas peut-être pas reconnaître les mêmes formes.
peut-être aussi. Forme justement que celle-là. Et moi, je trouve qu'il y a des signes, qu'il y a vraiment des signes, notamment du non-individualisme, notamment du dépassement de l'individualisme. Parce que quand tu vois ce qui s'est passé, moi je trouve que c'est un mouvement vraiment important, les Gilets jaunes. Je pense que c'est vraiment un mouvement important. Bon, à son échelle, hein, mais tout de même. C'était tous des gens qui étaient vraiment sérialisés. Ce n'est pas parti de groupes, c'est parti d'individus complètement séparés, chacun avec sa situation difficile, mais qui était très variée, très différente les unes des autres. Et ils ont trouvé une pratique commune et un objectif commun. Et ils ont tenu dans cette pratique commune avec véritablement des moments de groupe en fusion, des moments de groupe organisés. Alors après, ça n'a pas suffi, ça s'est resérialisé, hein, ça s'est redispersé, mais il reste quelque chose d'important. Et chacun, s'il a pu justement dépasser son seul intérêt personnel et son confort personnel, parce que des gens se sont mis en danger, se sont mis dans des situations dures, donc ils ont totalement dépassé leur individualisme et ils peuvent encore le faire. Je veux dire, ils ont découvert qu'ils pouvaient le faire et que même c'était jouissif à certains moments de le faire. Donc je pense que c'est très important ce qui s'est passé et qu'il ne faut plus trop attendre, il ne faut pas trop attendre qu'on oublie ou qu'on passe à la génération suivante. Il faut continuer, mais je pense que c'est un bon signe. C'est un signe encourageant. C'est vrai que ça, c'est un bon signe, mais ce que tu disais auparavant sur la prise de conscience qui est fondamentale des individus à se reconnaître comme institutionnalisés et passer ce cap, enfin, savoir dépasser cette étape-là, c'est fondamental pour pouvoir... là, je ne suis pas si sûr de ça, parce que c'est ce discours-là, on l'entend aussi chez les Peter Thiel, c'est exactement Peter Thiel et toutes les chantres de la pensée libertarienne, et ils partent de ce discours, ce préalable-là, sauf que eux partent de ça pour en développer toute une vision de la société complètement démente, et excessif, c'est-à-dire un capitalisme au dernier degré, avec tout ce que ça implique sur là, justement, à partir de cette réflexion-là, ils en arrivent à justement quelque chose qui est totalement opposé à ce que tu disais sur la prise de conscience à travers les Gilets jaunes d'un communautariste et d'un oubli de soi pour le groupe. Et là, avec ce postulat de départ chez les libertariens, on arrive à quelque chose de totalement opposé, c'est-à-dire le moi-je au dernier degré et une espèce de vision concurrentielle et capitalistique au dernier degré qui est totalement aberrante. Donc ce que je veux dire, c'est cette prise de conscience de l'institutionnalisation de l'individu et la volonté de s'en affranchir, c'est c'est condition nécessaire, mais vraiment pas suffisante parce qu'on peut très bien ça peut très bien se dévoyer. Oui, mais les libertariens, ils s'opposent à une institution qui est l'État, mais ils ne s'opposent pas du tout à une autre institution qui est le fonctionnement économique et financier dans lequel ils s'inscrivent. Et c'est aussi bien une institution tout aussi qui vise tout autant à sa propre permanence constamment, qui est tout aussi dirigée vers un seul objectif, à savoir le profit de chacun, et donc ils ont vraiment intérêt... En fait, ils savent très bien qu'ils ont intérêt à maintenir le système tout entier et que donc leur concurrence n'aille pas jusqu'à l'élimination de la possibilité du système de se maintenir. Donc leur profit personnel, ils savent très bien qu'il passe aussi par l'intérêt de, disons, tout ce qui fait que le système tient. Ça, ils le poursuivent aussi bien. Et ils reconnaissent l'État dans ses fonctions régaliennes. Ils ont absolument besoin de l'État dans ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire comme répression quand les autres se révoltent. Ils comptent toujours sur la police de l'État, sur le système. Ah, si, bien sûr. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils le refusent, même ça, ils le refusent. Mais parce qu'ils auraient leur ministre. Peter Thiel et compagnie, c'est pour la surveillance généralisée. Hein. Ah mais je te rassure, je prends de pas la pensée. Non, mais je veux dire, ça compte d'avoir la même mise sur les autres. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très délicat par rapport à ce qu'on dit sur les prises de conscience, dans le sens où la dérive est fine. Enfin, il faut être vigilant pour à partir de là, en arriver à la prise de conscience sur la réintégration à travers cette étape-là pour revenir sur l'intégration de soi dans un groupe et par lequel on peut justement
se réintégrer dans un groupe et dans lequel on s'oublie. En tout cas, on n'est pas en opposition totale et en concurrence systématique. C'est très mais quand même, on parle de prise de conscience des dominés ou des possédés, mais on ne parle pas de la prise de conscience des dominants. Les libertariens, c'est des dominants, c'est ceux qui ont le pouvoir financier. Leur pensée arrive chez les individus, à travers notamment les réseaux sociaux, par Kidam, quoi. Enfin, tout le monde veut, enfin, voilà, tout le monde en tout cas, c'est une idéologie de pensée c'est ça que je veux dire, qui est prégnante à tous les niveaux, parce qu'elle est très séduisante, mais je voulais relever ça, je trouve ça assez, c'est très insidieux, voilà. Il y a quelque chose d'insidieux là-dedans. Parce qu'aux États-Unis, il y a cette idéologie supplémentaire de la possibilité, donc cette illusion, ce mensonge, en fait, de la possibilité de partir du plus bas et de monter le plus haut. Ce qui est de moins en moins le cas aussi, d'ailleurs. Qui est de moins en moins vrai. Ça a pu être vrai pour quelques personnes, et encore. J'ai l'impression que même cette illusion-là, elle disparaît. Et que en fait, soutenir des gens qui sont milliardaires, etc., les admirer, etc., ça devient plus une compensation que l'illusion qu'on pourrait être à leur place. Mais bon, après ça se discute. Je voudrais revenir, parce qu'on parle des réseaux sociaux et des nouveaux barons de l'informatique. Je voudrais revenir sur l'histoire, tu disais là, par rapport au hit parade, par rapport au prix des livres et tout. Ce qui est beaucoup plus insidieux actuellement, c'est que la plupart des choses se passent sur Internet. Et donc sur Internet, ce n'est pas que le choix de nous personnellement qui reflète. Parce que quand on clique, on fait une recherche, ce qui vient en premier, ce n'est pas obligatoirement ce que les gens cherchent. C'est ce que l'algorithme veut bien mettre en premier et ce qui est payé fait que ça soit en premier. Et donc là, c'est pas qu'un truc de mimétisme ou de tout ça. Là, c'est vraiment... Là, on commence à rentrer dans du dur, c'est-à-dire on rentre dans la tête des gens, là, c'est-à-dire qu'à travers une technologie, on approche Orwell, là on y va bien là-dedans. C'est-à-dire que là, ce qui prend alors plus d'importance, c'est le groupe organisateur. Mais il y a toujours un groupe organisateur derrière. Mais là, effectivement, il devient quasiment plus important que l'ensemble des autres. Que nous, lorsqu'on veut adhérer au concours, parce qu'on va acheter un bouquin et tout, là ils ont vraiment les possibilités. Mais bon, il faut connaître ses ennemis. Mieux on connaît ses ennemis, mieux on s'organise contre eux. On a le pessimisme de la lucidité et l'optimisme de la volonté. C'est vrai que je crois qu'il y a quelque chose, il y a un pas qui a été franchi et qui a été, justement pour comme on disait, faire rentrer dans la tête des gens tous certaines idées, c'est qu'on a commencé à utiliser le terme loi pour des comportements humains et sociaux, c'est-à-dire quelque chose d'inévitable. Déjà, là, il y a un dévoiement, et qui directement, c'est quelque chose de non violent, mais qui est terriblement, c'est-à-dire que je m'aperçois maintenant, on envisage on peut remettre en question et envisager que des progrès techniques contrecarrent des lois, la loi de la gravité, qui elle en est une, etc. Ça c'est justement tous les personnes dont on parle, les barons veulent justement aller sur Mars et autres. Donc c'est pas un problème. Par contre, remettre en question les bases de l'homo economicus ou la loi du marché, là c'est quelque chose par contre d'inenvisageable. Alors que paradoxalement, ça devrait être l'inverse. C'est beaucoup plus envisageable de remettre en question une organisation qui a été faite par des individus plutôt que quelque chose qui est écrasant par contre, par définition. Je crois que là il y a eu aussi un tournant, quelque chose quand on a parlé de loi pour les comportements humains. Donc forcément, comme on disait depuis un moment, sujet à une intériorité, plein d'autres choses que juste... Il y a quelque chose... C'est pour ça que la philosophie de Sartre, elle est tellement... Moi, je trouve, elle devrait tellement être mieux connue. Parce que, justement, elle va entièrement contre, et elle montre philosophiquement, ontologiquement, pourquoi, justement, il n'y a pas de loi du comportement humain.
mais ça, pour être persuasif, pour être convaincant par rapport à quelqu'un qui en est persuadé, notamment parce qu'on l'entend tout le temps, il faut entrer au cœur du sujet. Il faut vraiment aller dans son argumentation, il faut le suivre pas à pas. Mais je pense que ça doit être fait. Oui, parce que moi, juste, j'ai entendu beaucoup de déterminisme ce soir de la part de Sartre. Un déterminisme quand même, oui, on suit, il me semble que j'ai compris ça comme ça, et pas tellement de libre arbitre. Mais peut-être qu'on n'a pas fini avec... Non, mais à chaque fois, il donnait les deux. Chaque fois, il disait... bon. Ce qui est intériorisé parce que c'est là, la puissance du cadre institué, etc. Et chaque fois, il redisait, tout ça passe toujours par les projets des individus. Donc, aussi bien du côté de ceux qui mettent les structures d'oppression en place que ceux qui essayent de s'en libérer, ça passe toujours par leur liberté. Toujours. C'est ça, quand il parle de projet, il dit, il y a le projet de dominer, il y a le projet de se libérer. Et ils sont présents à tous les étages. Ils sont présents partout. Mais il y a aussi les structures qui sont durcies, installées, intériorisées. C'est ça le pire, intériorisées aussi par les individus. Mais ça aliène la liberté. Mais la liberté, elle est toujours là. Et justement, quand on dit intériorisation, c'est très important, ça ne veut pas dire... que c'est imprégné comme un cachet dans la cire ou que c'est imprégné comme quelque chose qui se met dans le corps physiologiquement. C'est pas dans ce sens-là. L'intériorisation, c'est toujours l'individu qui l'a fait lui-même, c'est-à-dire c'est une interprétation par lui-même de la situation dans laquelle il se trouve, de la situation de sa société. C'est l'interprétation, c'est-à-dire c'est la manière dont il se situe par rapport à ce que il doit subir par rapport à ce qui l'environne. Et dans cette situation, interviennent toujours ces projets. C'est-à-dire, il se situe toujours en fonction de « mais qu'est-ce que je voudrais pouvoir faire ? Qu'est-ce que je voudrais pour moi ?» Et donc, dans quel sens l'évolution des circonstances favorise ce que je voudrais ou ne le favorise pas. Donc, quand l'individu intériorise des oppressions, c'est toujours au sens de... c'est pénible, c'est toujours avec l'impression, c'est pénible, je voudrais bien que ça ne soit pas comme ça. Toujours, je veux dire, c'est pas, il y a une obéissance, mais c'est une obéissance parce qu'on est bien obligé. Il y a une soumission, il y a le fait qu'on suit le mouvement, qu'on se débrouille selon ce qu'on nous offre comme voie possible, mais c'est toujours parce qu'on est obligé. Mais chaque fois, on se dit, je voudrais que ce soit autrement. Et c'est pour ça que l'intériorisation, elle contient toujours un projet de dépassement vers autre chose. Toujours. C'est jamais comme une marque, tu vois, qui forme et après la personne, elle ne peut plus s'en défaire, quoi. Jamais. C'est ça que le mot, il est plus riche, quoi. Il est plus riche que une formation, un formatage, comme on dit. C'est pas ça. Donc la liberté, elle est là partout. Mais c'est vrai que on ne pourra la rendre efficace que si on dépasse l'impuissance de la séparation pour faire une puissance de groupe. On dit toujours que chez quelqu'un, il y a toujours de la ressource. Hein. Je pense que ça approche peut-être un peu l'idée de liberté. Parce que s'il n'y a pas de loi du comportement humain, ça veut dire aussi qu'il y a de l'imprévu et il y a profondément de la ressource. On le voit dans les destins individuels, quoi, je pense. Et peut-être qu'au niveau social, c'est pareil au niveau d'une société. Et surtout, cette liberté qui est toujours là, qui couve et qui a envie d'autre chose, en fait, il peut suffire de peu pour qu'elle s'embrase, quoi. C'est-à-dire, il peut suffire de peu pour qu'il y ait un vrai rassemblement à partir du moment où, en fait, tout le monde aspire de manière plus ou moins explicite à ce rassemblement. Donc, les étincelles, on ne sait pas du tout de quel type elles peuvent être, quand elles peuvent surgir, ni d'où, mais on constate très souvent dans l'histoire qu'une petite étincelle déclenche un mouvement énorme, simplement parce qu'il était prêt, mais il fallait le déclencheur. Donc,
oui, le fait qu'il y ait une insatisfaction générale, qu'il y ait cette liberté qui est prête à s'exercer, ça veut dire que s'il y a la bonne étincelle, les bonnes conditions, quelques bonnes conditions, ça pourra rassembler du monde. On n'en est pas justement à une atomisation où les gens ne sont même plus rassemblables. Ça, c'est pas vrai du tout. C'est ce qui s'est passé en Espagne lors des inondations de Valencia. Je veux dire, l'État régional a été complètement défaillant et c'est les gens qui ont pris en charge presque tout. Une solidarité, une entraide, et les autres, ils sont courus après parce que, en plus, quand ils venaient, ils se faisaient huer et tout. Donc, c'est vrai que tout est là, mais le problème, c'est que là, oui, ça marche parce que les autres, ils sont défaillants. Mais sur l'histoire des Gilets jaunes, je veux dire, ils les ont matés. Je veux dire, ils n'ont jamais autant frappé, borgné, mutilé que même en 68, même dans des grandes grèves, des grèves des métallos, comme ça. À Paris, il y avait des affrontements et tout. C'était jamais à ce niveau-là. Là, ils leur ont fait rentrer à l'intérieur leur liberté. Ça, c'est sûr. Hein. Enfin, comme tu sais, il y a ce sont des vases communicants entre l'idéologie et la violence. C'est-à-dire, moins l'idéologie marche, plus il faut de violence. Donc, tu peux voir le bon signe, c'est que l'idéologie marche de moins en moins. Sauf que les moyens techniques qu'ils ont pour la violence sont de plus en plus élaborés. C'est ça, c'est là que ça se creuse l'écart. Bon. On poursuivra la semaine prochaine encore. Dernière séance. Merci. Merci.